Bonjour tout le monde, l'objectif de ce use case aujourd'hui est de montrer une architecture full event-driven et serverless sur Google Cloud, mais avec la particularité d'utiliser Cloud Workflows. En effet, j'avais proposé ce use case précédemment à la communauté GCP, mais avec directement des Cloud Functions, des services Cloud Run et aussi Event Arc pour gérer nos timelines d'événements. Donc on avait utilisé tous ces composants natifs et on avait pu montrer que avec Google Cloud, on peut mettre en place ce type d'architecture assez simplement et directement avec des outils managés. Donc ça, c'est vraiment très bien pour gérer du séquencement des tâches qui s'exécutent en séquentiel. Donc là, on avait monté et développé nos Cloud Functions et nos services Cloud Run en Python et en Go. Et ensuite, avec des lignes de commande simples, on les avait déployées sur Google Cloud et on avait pu montrer qu'avec GCP, c'est assez simple de mettre en place une architecture entièrement event-driven et serverless. Par contre, pourquoi aujourd'hui je souhaite montrer une seconde approche? C'est que parfois, pour exécuter des tâches en séquentiel, on peut le faire très bien avec Event Arc directement. On peut se mettre en mode écoute sur des uploads dans GCS ou dans des stockages dans BigQuery ou autre. Et donc ça fonctionne très bien, c'est assez puissant. Par contre, ça marche bien avec des tâches en séquentiel. Si par contre, on a de l'orchestration un peu plus compliquée, si par exemple nos séquencements de tâches, on souhaite aussi faire des tâches en parallèle ou autre, bah là en fait, ce qui est intéressant, c'est que on peut utiliser aussi Cloud Workflows dans notre architecture event-driven. Et avec Workflows, on va avoir la possibilité d'avoir plus de puissance pour faire notre orchestration. Et du coup, au lieu de faire seulement des tâches en série, on va pouvoir aussi faire d'exécuter des tâches en parallèle et avoir des notions d'attente. Si par exemple les tâches en parallèle se terminent, on peut passer à la suite et ensuite ça nous donne plus de puissance pour orchestrer nos tâches. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je montre cette seconde approche. Et ce qui est intéressant avec Workflows, c'est que ça reste serverless. Donc rapidement, quelques mots sur moi. Alors moi je m'appelle Mazloum Tosun, je suis Google Developer Expert sur Google Cloud et je suis aussi Head of Data and Cloud chez GroupBiz, qui est un groupement de freelance tech en France. Toutes ces vidéos sont publiées dans ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous booster et à souscrire à la chaîne pour supporter notre travail pour les communautés GCP. Et en nous boostant, on grandira tous ensemble. Je suis aussi actif sur les réseaux, sur X et LinkedIn, donc n'hésitez pas à me suivre. Je publie les vidéos et les partages sur ces réseaux-là. Et donc n'hésitez pas à vous abonner sur les réseaux. Donc rapidement, je donne un petit aperçu sur les outils utilisés dans ce use case. Donc comme je l'ai expliqué, on va dans un premier temps uploader un fichier dans une bucket GCS. Derrière, ça va déclencher le workflow en event-driven grâce à Event Arc qui va nous permettre de gérer nativement cette notion event-driven. Donc ça, c'est vraiment très bien. Ensuite, on va déployer et développer nos composants serverless avec des Cloud Functions et des services Cloud Run développés en Python et en Go. Les données finales vont être stockées dans une table BigQuery. Et ensuite, on va utiliser Looker Studio pour visualiser tous les champs calculés. En gros, tous nos KPI, toutes nos règles de gestion métier vont être visualisées dans ce dashboard Looker Studio, qui est encore une fois un outil managé et proposé sur GCP. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter les slides rapidement et on va aller faire un petit saut dans le schéma du workflow. Et en fait, pour vous montrer un peu les différentes parties et composants utilisés dans ce use case et dans le schéma général. Donc ici, on a d'abord la partie CI/CD. Donc ce projet est hosté dans un repository GitHub, comme pour les use cases précédents. Donc on utilise Cloud Build parce que c'est serverless et c'est assez simple de déployer nos composants avec Cloud Build assez simplement. Cloud Build peut pointer sur le projet hosté dans GitHub. Et en fait, on va avoir 3 jobs Cloud Build. Un qui va déployer toutes les Cloud Functions. Donc ça va être intéressant en mode manuel. Un second qui va déployer les services Cloud Run et utiliser et uploader les images Docker dans Artifact Registry. Parce que comme je l'ai expliqué précédemment, Cloud Run dépend également de Docker et behind the scene, c'est Knative qui est utilisé. Et en fait, à la fin, on va déployer notre workflow
et encore une fois avec un job cloud build. Et cette fois-ci, on va utiliser un code Terraform. Parce qu'avec Workflow, on peut le déployer avec des commandes Gcloud, mais on peut également utiliser des ressources Terraform pour ça. Et dans ce use case-là, on va vous montrer qu'on a plutôt opté pour Terraform. Donc là, on est bon sur la partie CI/CD. Maintenant, on arrive un peu dans le use case, dans le diagramme du use case et de l'application. Donc, comme je l'ai expliqué, là, on utilise de vraies données. Donc, c'est les données de la Coupe du Monde du Qatar. Les données arrivent en NDJSON, un objet JSON par ligne. Donc là, c'est vraiment parfait. Ensuite, le fichier est uploadé dans Cloud Storage. Event Arc est utilisé derrière la scène pour déclencher notre workflow. Ce carré que vous voyez ici au milieu contient vraiment l'orchestration avec Workflow. Et là, en Event Driven, une fois que le fichier est uploadé, on déclenche notre workflow. Et ce workflow-là va avoir la responsabilité de gérer le séquencement de toutes nos tâches. Donc, comme vous le voyez ici, on va avoir deux workflows. Un premier, W1, qui va permettre de déclencher ce use case, mais qu'avec des Cloud Functions. Donc, c'est la partie haute du diagramme. Donc, les deux premières Cloud Functions en Python et la seconde en Go. Donc là, on est vraiment bien. Et ensuite, le second workflow, lui, va décrocher les Cloud Functions et utiliser des services Cloud Run à la place. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va tout chaîner ici. Alors, effectivement, ici, tout est exécuté en séquence, mais en réalité, avec Cloud Workflows, on a cette possibilité après, si on le souhaite, d'avoir de l'orchestration plus complexe. Si par exemple, on a un use case qui nécessite d'exécuter deux services Cloud Run en parallèle, ou d'exécuter une tâche BigQuery et une tâche Cloud Run en parallèle, Workflows le gère bien et permet également d'attendre que les tâches en parallèle se terminent pour passer à la suite. Donc ça donne plus de puissance dans la partie orchestration. Et là, on va ensuite faire un petit voyage dans le code pour vous montrer un peu comment ça marche. Donc là, on est bon. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail des règles parce que je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Mais en gros, on a une première Cloud Functions qui transforme les données brutes des statistiques de joueurs avec des règles métiers, des agrégations par équipe. Le résultat est stocké dans GCS. Ensuite, Workflows va orchestrer, va exécuter une seconde tâche qui va ajouter les classements FIFA par équipe en croisant avec un second fichier. On stocke les résultats dans BigQuery. Derrière, on invoque la dernière Cloud Function ou le service Cloud Run qui, eux, vont déplacer les fichiers traités, les fichiers d'entrée vers une bucket de stockage qu'on a appelée Cold Bucket, qui est une bucket froide de stockage. Donc, une fois qu'on a fait ça, le use case est terminé et les séquencements sont terminés avec Workflows. Comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, Workflows utilise des calls API pour interagir avec les services de GCP. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure dans le code que Workflows va pouvoir invoquer facilement une Cloud Functions et un service Cloud Run en HTTP avec une requête HTTP. Et ça va être vraiment simple, depuis notre code YAML de Workflow, d'invoquer nos composants serverless. À la fin de ce use case, on fait la data viz avec Looker Studio. Donc, on visualise toutes nos règles calculées et les calculs d'agrégation par équipe avec les nœuds meilleur buteur, meilleur passeur, meilleur dribbleur et ainsi de suite. Donc là, on a fini un peu d'expliquer ça. On va aller faire un petit tour dans le code pour vous montrer un peu comment ça marche. Alors, rapidement, ce qu'on va faire, c'est que je vais quand même réexpliquer rapidement les notions de Cloud Functions et de Service Cloud Run. Et ensuite, on va aller directement dans le workflow pour expliquer comment orchestrer tout ça. Alors, ici, dans mon use case, j'ai deux répertoires qui sont Services et normalement, j'ai un répertoire qui s'appelle Functions quelque part. Alors, je regarde. Voilà. Functions, c'est là. Et en fait, je vais vous montrer quelle est la convention d'une Cloud Function dans GCP. Donc là, j'ai cette première Cloud Functions, row to domain. Et en fait, pour fonctionner, il faut que j'ai un fichier main.py à la racine du répertoire root de ma Cloud Function. Donc là, ce répertoire root, row to domain, contient toute la logique nécessaire pour cette Cloud Function. Donc là, je vous montre rapidement comment ça marche. Le main.py, c'est le point d'entrée, c'est une application Python. Et en fait, on va aussi besoin d'avoir un requirement.txt parce qu'en fait, derrière la scène, les Cloud Functions dans GCP utilisent Function Framework. Donc, on est obligé de ramener Function Framework. Et derrière, moi, je vais lire de la donnée de GCS et stocker le résultat dans BigQuery. Donc, du coup, j'ai besoin de ces deux packages-là, de PyPy, et j'ai aussi besoin de ces autres packages open source parce que je vais faire de la manipulation dans mon code. Donc, le main.py, je vous montre.
Dans la vidéo précédente et le use case précédent, j'avais montré que le composant serverless était directement en écoute en event-driven avec EventArc. Donc, on utilisait Function Framework et aussi tout ce qui est notion de Cloud Event qui permet de mettre la Cloud Function en écoute. Là, c'est un peu différent parce que la Cloud Function, elle ne va pas être en écoute et le service Cloud Run, elle ne va pas être en écoute également. Mais par contre, ça va directement être une Cloud Function en mode HTTP. Donc là, la syntaxe ici, c'est functionFramework.http. Et derrière, on met le nom de notre Cloud Function. Et je montrerai dans le script de déploiement qu'on va donner ça en élément de la ligne de commande. Donc, c'est un peu différent du use case précédent. Donc là, on est vraiment sur une Cloud Function en mode HTTP. Et c'est Cloud Workflows qui, lui, va réagir en event-driven et ensuite appeler en HTTP et invoquer nos composants serverless directement. Donc, ce que je fais, c'est que je vais... alors, dans un premier temps, je vais vous remontrer rapidement les règles pour que ce soit assez compréhensible de votre part. Donc, on a de la donnée brute. Je vais montrer un échantillon pour la France. Donc, la donnée brute, c'est les statistiques de joueurs, mais à plat. Donc là, on a tous les joueurs de l'équipe de France avec leurs statistiques. Et ensuite, moi, ce que je vais faire pour les données domain, c'est que je vais faire un groupe by team. Et ensuite, je vais calculer les nœuds meilleurs buteurs, meilleurs passeurs, et ainsi de suite. Je vais raccrocher les classements FIFA dans la seconde Cloud Function. Et je vais calculer le nombre de buts total par équipe. Et ensuite, je vais exposer tout ça dans mon dashboard Looker Studio. Donc là, c'était pour vous remontrer rapidement le cas d'utilisation. Donc on est bien. Et maintenant, je vais descendre rapidement dans la partie Cloud Build et vous montrer que j'ai ce petit script de déploiement qui va me permettre de déployer toutes mes Cloud Functions. Donc là, on est vraiment très bien. Donc j'ai mes 3 Cloud Functions avec des scripts séparés. Je peux passer des paramètres externes à mes Cloud Functions. Donc là, je suis très bien. Ensuite, dans Script, je vais aller faire un petit saut dans Script et pour chaque Cloud Functions, je vais vous montrer rapidement les lignes de commande. Donc, pour RoToDomain, j'ai cette ligne de commande, j'ai Cloud Function Deploy. Je lui donne un nom pour la Cloud Function. Je dis que c'est du génération 2. La région request one. Le runtime, on est en Python 3.10. Et là, ce qui est intéressant dans Source, c'est que je vais donner le root folder contenant toute la logique de ma Cloud Function. Donc là, le root folder, ici, c'est ce répertoire-là, World Cup Stat RoToDomain Function. Et dans l'entry point, je vais donner le nom de la méthode Python, le point d'entrée proposé dans le main. Donc, je vais passer ça. Donc là, jusqu'ici, on est bien. Là, en subtilité, je vais dire que c'est du trigger HTTP. Donc la Cloud Function, c'est avec un call HTTP directement. Et je vais passer un service account pour dire que le service account qui a la responsabilité de déployer et d'exécuter cette Cloud Function, c'est celui que je passe ici avec -- service account. Donc là, on est vraiment très bien. Je vais montrer rapidement la seconde qui a le même principe. Donc là, seconde Cloud Function en Python, on a le même principe, le runtime, le root folder, l'entry point, le trigger HTTP, donc très bien. Donc là, on invoque cette seconde Cloud Function. Et le dernier script, encore une fois en trigger HTTP, mais cette fois-ci, c'est une Cloud Function qui est développée en Go. Donc là, on est en Gen2, runtime, on est en Go. En source, on va donner je vais vous montrer tout à l'heure, idem, on va donner le root folder pour la partie Go qui s'appelle move process files to call function et on va donner l'entry point et je vais vous montrer dans la partie Go l'entry point en fait c'est une fois qu'on arrive dans init on passe un name ici et ce name là va invoquer une méthode avec Go et c'est ça l'entry point, c'est ce qu'on met ici, ça devient l'entry point qui est passé ici dans la ligne de commande. Donc là c'est vraiment très bien, on a expliqué rapidement les lignes de commande. On est sur des lignes de commande plus simples que dans le use case précédent. Parce que dans le use case précédent, on devait utiliser EventArc pour chaque composant serverless. Là, ce n'est pas le cas. Là, on va juste dire que c'est du trigger HTTP. On va donner l'entry point, le root folder, le runtime, et c'est fini. Une fois qu'on fait ça, nos Cloud Functions vont se déployer. Donc là, je ne vais pas forcément réexécuter le déploiement de mes Cloud Functions pour gagner du temps. Mais en gros, je vais quand même vous montrer la ligne de commande. C'est que j'ai une ligne de commande ici qui s'appelle Deploy Cloud Functions. Elle est ici. Bon, à la limite, je peux aussi le redéclencher, c'est pas très grave. Et en fait, ici, je vais zoomer un peu ma session shell pour que vous voyez mieux. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redéployer nos Cloud Functions.
Donc on est dans le bon répertoire. Et derrière, on va me redemander une authentification. Voilà. Ça va prendre quelques minutes, donc je vais continuer un peu de montrer le code en attendant. Et ensuite, on va faire une exécution en serverless. En attendant, je vous montre un peu le reste. Donc là, on est en train de déployer les Cloud Functions. On a montré un peu comment les déployer. Et rapidement, en fait, comme je l'ai expliqué, là, on va lire de la donnée brute. Donc, on lit cette donnée avec le client GCS Python. Ensuite, on a notre donnée brute. On va ensuite invoquer, je vais vous montrer rapidement le code. On va, à partir de notre donnée brute qui est là, on va la typer avec une data class. Alors, je vais vous montrer rapidement. L'avantage de la data class avec Python, c'est que ça permet de typer un peu les objets. Et quand on va travailler avec nos règles métiers, on a plus de robustesse avec un typage et tout ça, donc c'est intéressant. Et ensuite, ici, rapidement, ce que je fais, c'est que je vais faire un groupe by par équipe. Et ensuite, je vais appliquer tous les calculs d'agrégation par équipe. Donc en fait, là, j'ai un objet qui s'appelle TeamStat. Et en fait, je vous montre rapidement. Donc là, on va les balayer. Donc voilà, il y a les nœuds meilleurs dribbleurs, les joueurs qui ont le plus joué de matchs. À la fin, je retourne mon objet typé. J'ai le nombre de buts total par équipe, les meilleurs buteurs, les meilleurs passeurs, les meilleurs dribbleurs, ceux qui ont le plus joué, le plus de duels gagnés, interceptions, tacles réussis et statistiques de gardien. Donc là, parfait. On a fait ce qu'il fallait. Donc je vous ai montré rapidement la logique de code. À la fin, ce qu'on fait ici, c'est que une fois que les données métiers sont calculées, je vais uploader le résultat dans une seconde bucket pour les données domain. Et là, je l'upload en NDJSON parce que c'est un format qui est supportable assez facilement dans GCP. Et là, pour des raisons de simplicité, comme c'est une requête en HTTP POST que je vais invoquer, pour des raisons de simplicité, je vais retourner un truc assez simple, statut 201. Mais en réalité, on peut aussi retourner les objets ou l'objet créé. Mais là, pour des raisons de simplicité, on fait statut 201. On le retourne en JSON. Donc là, on est bon. Rapidement, les classements FIFA, c'est un peu la même logique. Enfin, c'est une logique un peu différente, mais assez simple. On va lire les données de classement FIFA ici. Donc là, les classements FIFA par équipe. Donc on va les charger. Ensuite, on va croiser ça avec la donnée domain. Et je vous montre rapidement. Ici, c'est pas vraiment compliqué. C'est que on va se débrouiller à un moment pour croiser de l'information. Donc on va récupérer l'équipe en cours, le classement FIFA en cours, pardon, et on va la raccrocher dans l'objet de l'équipe en cours. Donc ça nous permet de raccrocher le classement FIFA par équipe. Une fois qu'on a fait ça, on va se débrouiller avec le client BigQuery pour aller charger la donnée dans une table BigQuery. Donc là, comme je l'explique dans différentes vidéos, je peux passer de la configuration au client BigQuery. Donc là, je ne veux pas créer la table parce qu'elle est créée ailleurs dans un code Terraform. Je suis en write happen parce que je vais ajouter la donnée après le reste. Je suis en newline delimited JSON parce que ma donnée est en NDJSON et donc du coup, je peux la loader et la charger directement dans BigQuery avec ce qu'on appelle un load job. Donc là, c'est parfait. Et là, une fois que j'ai fait ça, je peux utiliser cette méthode loadTable from JSON et lui passer une liste de dicts et la configuration et le tour est joué. Pour le try-catch, je l'avais expliqué dans la vidéo précédente, c'est intéressant de faire un try-catch parce que par défaut, quand il utilise le client BigQuery, si on a des erreurs, les erreurs ne sont pas parlantes. Donc le client va nous dire vous avez une erreur dans BigQuery, allez voir la collections error. Ça nous indique un truc comme ça. Et par défaut, c'est pas évident de comprendre ce qui s'est passé parce que la collections error n'est pas accessible dans la stack trace par défaut. Et donc du coup, c'est pas pratique d'aller comprendre ce qui s'est passé. Donc moi, je recommande de faire un try-catch ici dans le code, que ce soit en Python ou en Go ou autre. Et en fait, avec le except, avec l'exception, on va avoir la main sur cette exception-là, client error. Et en fait, une fois qu'on a la main là-dessus, là, on peut accéder à la collections error. Et du coup, on peut comprendre mieux ce qui se passe. Et ici, en l'occurrence, on l'affiche, mais en réalité, on peut faire une gestion d'erreur plus propre. Mais là, c'était juste pour montrer dans l'exemple que c'est assez simple avec un try-catch ensuite de récupérer la collections d'erreurs et mieux comprendre ce qui se passe. Donc, je recommande le try-catch. Parfait. Donc, OK, on est bon. Et la dernière Cloud Functions qui est assez simple, donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va lire la donnée raw, la donnée domain qui a été calculée, enfin les fichiers. Et ensuite, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va déplacer ce fichier brut et ce fichier domain vers une bucket de destination qui s'appelle call bucket.
Et donc du coup, j'utilise le client Go ici pour déplacer. Donc là, j'ai la source, j'ai la destination, et je peux faire une copie de la source vers la destination. Et là, le tour est joué. Une fois que j'ai fait la copie, je peux delete les éléments sources parce que j'ai pas une méthode move directement. J'ai une méthode copy, ensuite une méthode delete pour supprimer la source après l'avoir déplacée, après l'avoir copiée, pardon. Donc là, on est bon. Une fois qu'on a fait ça, on est terminé. Les différentes logiques sont expliquées. Donc là, on est très bien. Et là, je pense que mes Cloud Functions ont fini d'être déployés. Ah, pas encore. Ok, je pensais que c'était terminé, mais on va attendre quelques secondes. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer le code du workflow. Donc là, ça va être intéressant. Donc pour workflow, comme je l'ai expliqué dans le schéma, là, on va faire la logique avec Terraform. Donc là, j'ai un module Terraform qui s'appelle Kata Workflows. Et typiquement, ouais, je montrerai ça et ensuite je montrerai la partie Cloud Run, mais qui est à peu près similaire. Alors, ici, on a de la configuration. Alors, je suis en train de regarder un peu la configuration de mon workflow. J'arrive dans Resources, Config. Donc là, je prépare de la configuration pour mes Cloud Functions. Donc pour le workflow concernant le séquencement des Cloud Functions. Donc là, j'ai mon workflow name, j'ai la description. J'ai aussi le chemin de mon workflow en YAML que je vais vous montrer tout à l'heure. Et ensuite, j'ai le trigger name et la trigger bucket. Ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais vous montrer la logique du workflow. Donc workflow, comme je l'ai expliqué, c'est basé sur des calls API. Et là, on va avoir un séquencement de tâches en YAML. Donc là, on réagit en event-driven. Donc on peut récupérer les données d'événements en input. Donc là, c'est intéressant. Mais là, pour des raisons de simplicité, je voulais juste montrer qu'on peut récupérer ce paramètre. Et ensuite, on peut récupérer les données de la bucket entrante, enfin la bucket qui est concernée par l'upload, et aussi l'objet, le fichier. Mais voilà, en gros, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va chaîner nos appels de Cloud Function. Donc on va pouvoir récupérer les URL de nos Cloud Functions qui ont été déployés précédemment ici. Donc je vous montrerai tout à l'heure dans l'interface qu'on peut copier l'URL de la Cloud Function qui a été déployée. Ma Cloud Function est sécurisée, elle n'est pas déployée en public. Donc moi j'indique à Workflow qu'il faut utiliser de l'OIDC pour l'authentification. Donc ça, ce qui est bien, c'est que c'est géré par Workflow, ce qui lui est déjà authentifié sur Google Cloud et donc en OIDC. Comme un grand, il va pouvoir accéder et avoir le droit d'invoquer cette Cloud Functions si son service account a les permissions nécessaires pour justement la trigger et l'exécuter. Une fois qu'on a fait ça, on fait un HTTP post, on récupère le résultat et on passe à la suite. On invoque la seconde Cloud Function, add FIFA ranking, on invoque son URL, on est au NoIDC, on récupère le résultat et on passe à la suite. Donc il y a une notion d'attente là qui est vraiment intéressante avec nos appels HTTP. Et ensuite, on invoque notre dernière Cloud Function qui, elle, va déplacer les fichiers traités depuis les fichiers d'entrée vers la bucket called. Donc là, on est bon. On a montré la logique du workflow en YAML. Je reviens rapidement sur la config. Donc la config, comme je l'expliquais, elle donne les éléments du workflow. Ensuite, dans local, c'est avec Terraform, je les charge. Donc là, je dis en JSON decode, charge-moi la configuration des Cloud Functions, mais avec un objet map avec Terraform. Une fois que j'ai fait ça, j'ai aussi des variables entrantes, mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Bon, ça, je ne les utilise plus, mais c'est du code un peu à nettoyer. Et ensuite, dans ce fichier Workflow Cloud Function, je vais vous montrer qu'avec des ressources Terraform, c'est assez simple, ici, de créer notre workflow et de la faire réagir en event-driven avec EventArc. Donc, j'ai ce premier bloc, Google Workflows. Donc là, on est parfait. Je lui donne un naming pour indiquer que c'est pour les Cloud Functions. Je donne la région. Et ensuite, depuis ma config, depuis local, je vais récupérer tout ce que j'ai configuré. Donc là, je passe le workflow name. La description, j'ai oublié de la passer depuis la config, mais normalement, ça doit provenir de la config. J'ai un service account qui est passé en variable Terraform. Et là, j'ai une subtilité qui est vraiment intéressante. C'est que ma config, comme je l'ai montré tout à l'heure, va me donner le chemin du YAML ici, dans Resources. Et ensuite, moi, ce que je vais faire, c'est qu'avec avec Terraform, avec File, je vais charger le contenu string de ce fichier qui est dans Resources. Et grâce à ça, je lui mets juste un préfixe pass-module pour montrer que je suis bien à l'intérieur de ce module-là. Et derrière, je peux accéder au contenu string de mon workflow et je vais le passer dans Source Content. Une fois que j'ai fait ça, c'est bon.
mon workflow est préparé. Ensuite, je passe à la deuxième ressource Terraform qui, elle, dit qu'elle va gérer du trigger. Donc, ce trigger dépend du workflow précédent. Donc là, ce qui est bien, c'est que Terraform va d'abord exécuter et préparer le workflow et ensuite exécuter le trigger dans le bon ordre grâce à depend on. Donc là, on est très bien. Ensuite, on donne le projet par la config, on passe le trigger name. On donne le service account et la location. Et là, on a la subtilité intéressante. On va dire que on va passer des filtres pour faire réagir notre workflow en event-driven. Donc là, on dit dès que le fichier ou un objet a fini d'être uploadé, là, tu fais réagir ce workflow en event-driven. Donc là, on est vraiment bien, on est en finalized. Et là, matching criteria, on va ensuite ajouter la bucket. Donc là, on dit que la bucket concernée par le filtre, alors je vous remonte dans la config, c'est cette bucket-là qui s'appelle World Cup Cloud Function Trigger. Donc il y a une bucket dédiée, c'est la bucket d'entrée. Et là, encore un élément très intéressant, c'est qu'on doit dire à la destination, une fois que tu réagis en event-driven, quel est le composant que tu vas trigger, quelle est la destination. Et là, avec Terraform, je vais pouvoir dire, ma destination, c'est le workflow que j'ai créé là. Donc je peux référencer dessus, et voici son ID dynamiquement. Donc je peux pointer dessus, et là, c'est parfait, le code Terraform est vraiment expliqué. Donc on a montré la logique du workflow, et on est bon. Donc là, on a un petit job cloud build que je vais vous montrer rapidement, qui lui permet de exécuter ce code Terraform. Donc là, on utilise TerraGrunt, mais on n'était pas obligé, mais c'est plus parce que j'ai des parties de code qui sont... je peux exécuter quand j'ai différents modules plus facilement les choses avec TerraGrunt. Là, je dis que mon répertoire source, c'est infra. Je passe des variables en tfvar à Terraform et on est bon. Donc, je ne vais pas forcément réexécuter ça. Alors, bon, à la limite, je peux peut-être le réexécuter pour gagner du temps. Je pense qu'il va être assez rapide, donc on peut peut-être le faire. Donc là, je déploie mon petit Terraform pour redéployer le workflow. Et ensuite, je vais uploader le fichier pour faire exécuter le use case en event-driven. Le temps que ça avance, on va gagner un peu de temps avant de faire l'exécution et on va montrer que on a une logique similaire pour les services Cloud Run. Donc là, on a un script YAML avec Cloud Build, un job qui va permettre de déployer tous les services Cloud Run. Donc là, on va d'abord build nos images Docker. Ensuite, on va exécuter les lignes de commande pour déployer nos services Cloud Run. Je vous montre rapidement les services. Ils sont dans ce répertoire-là, Cloud Run. Donc, builder les images Docker, c'est comme pour le use case précédent, on fait des Docker build parce qu'on a dans chaque répertoire de services Cloud Run, pour que ça fonctionne, on doit avoir un Dockerfile qui est vraiment le point d'entrée de notre application. Et ça, c'est primordial parce que tout dépend de Docker et Cloud Run. Donc là, on va copier le requirement txt qui est ici du service Cloud Run. On va le déployer dans le conteneur. On va installer les packages nécessaires, Python nécessaires. Donc là, comme tout à l'heure, on lit GCS, on écrit dans BigQuery. Et là, la subtilité, comme je l'ai expliqué dans l'autre vidéo, c'est que tous les exemples de la doc de Google Cloud utilisent Flask et, alors c'était Gunicorn. Et aussi un seul fichier Python. Dans mon cas, comme ça ne reflète pas vraiment la réalité et que j'ai souhaité montrer vraiment du développement en multifile Python et en module Python, ce que j'ai fait, c'est que j'ai une logique qui est séparée dans différents fichiers. Et pour avoir plus de support avec mes expositions d'API, j'ai utilisé FastAPI qui est vraiment intéressant parce que j'ai un Swagger prêt à l'emploi. J'ai aussi de la validation d'objets avec PyIdentic. Disons que FastAPI est vraiment intéressant versus un Flask parce qu'il y a plus de choses pour gérer ou exposer ces API. Il y a plus de support de code pour travailler. Et généralement, c'est Unicorn qui va exposer mon serveur Python avec FastAPI, avec de l'ASGI. Voilà. Là, ensuite, on a nos packages open source utilisés dans le truc et dans le projet et on est bon. Une fois qu'on a fait ça, on déploie ce répertoire services à l'intérieur de notre conteneur, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. On a ensuite une convention. On part du root folder services. Ensuite, on va dans le subfolder qui s'appelle World Cup row to domain. Et ensuite, on va dans .main parce qu'on a un fichier main.py qui est le point d'entrée de notre application Python. Et ensuite, on fait 2.app. Donc, je vais expliquer pourquoi on fait un 2.app. C'est que ici, encore une fois, on est en requête post, on est en FastAPI. Donc, on instancie
Face API en faisant app égale, et ensuite ce app va être utilisé à l'intérieur de uvcorn. Donc on fait uvcorn.run et on passe le app. Donc c'est ce fameux app qui est référencé ici avec cette syntaxe dans l'image Docker pour dire que le point d'entrée de l'application c'est ça. Donc la convention est simple, on navigue en répertoire, répertoire 1, subfolder et main et ensuite 2.app, et là on est bon. Donc on a expliqué un peu le Dockerfile. Pour le main.py, c'est une requête HTTP. J'ai pas de request body dans mon cas ici parce que j'ai pas forcément besoin de passer un élément dans mon request body. Et là, je vais pas réexpliquer la logique de code parce que c'est exactement la même que pour la Cloud Function. Donc on va lire la donnée brute, calculer les règles métiers et la stocker dans une seconde bucket. Donc idem, la logique est pareille pour les autres Cloud Functions. Donc là, l'image Docker avec le même principe, donc pas besoin de trop expliquer. Le main.py pour accrocher les classements FIFA et loader dans BigQuery. Et la dernière Cloud Function, Service Cloud Run, pardon. Donc là, au lieu de faire en Go, je l'ai fait en Python parce que voilà, je voulais remontrer le Fast API avec Cloud Run. Et là, on va faire le déplacement des fichiers traités en Python cette fois-ci. Et à chaque fois, pour des raisons de simplicité, on retourne juste le success message et le statut. Donc là, on est bon pour les services Cloud Run. On a expliqué un peu les logiques, les lignes de commande Docker. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir montré rapidement. Ouais, alors, les lignes de commande de déploiement elles sont vraiment très simples avec des services Cloud Run. On fait gcloud run deploy, on passe un nom de service, on donne le chemin de l'image Docker qui a été déployée précédemment dans Artifact Registry. On donne la location, on dit que notre service est sécurisé et protégé et que ce service Cloud Run n'est pas exposé en public. On peut également passer des variables d'environnement. Donc voilà, donc là c'est vraiment simple. Là les lignes de commande sont plus simples que dans le use case précédent. Je reviens sur le code Terraform, donc là il n'y a pas de changement, donc l'infrastructure est good, donc on a déployé tout ce qu'il fallait. Et ce qu'on va faire, c'est que en attendant de finir de l'explication des services Cloud Run, on va revenir ici et on va exécuter un petit script que je vous montre là, qui est assez simple, qui permet en gros d'uploader le fichier brut dans la bucket dédiée au Cloud Function. Et en fait, une fois que je vais faire ça, mon workflow va être trigger en event driven et ensuite va gérer toute l'orchestration des tâches à l'intérieur. Donc, je repars ici, je regarde, donc là je fais un point slash et là ici je fais un deploy to Cloud Function et je vais faire entrer. Donc là, on est bon. Toc, je fais ça. Alors, une petite authentification. Voilà. Une fois que c'est bon, ça va m'uploader l'élément dans la bucket. Donc, je fais un petit duplicate. Et ensuite, je regarde. Alors, je vais montrer tout à l'heure la bucket. Mais c'est pas là le fichier a déjà été ingurgité normalement par le workflow. Alors, bucket. Hop. J'ai un peu de latence, désolé. Donc le temps d'aller dans la bucket, on est bon. Je reviens là et là je regarde si mon workflow a été déclenché. Je rafraîchis ma page, je vais dans workflow et là je vois que j'ai mon Qatar Cloud Run. Ah c'est pas le bon, pardon. Cloud Function. Oups là, j'ai l'impression d'avoir une petite erreur. Ça a été exécuté le 26, donc j'ai bien une erreur ici. On va vérifier ce qui s'est passé. Route to domain 500. Hop là, oulala. Alors là, je pense que j'ai un petit problème. Alors, header, qu'est-ce qui s'est passé? HTTP serveur 500. Ah, c'est bizarre d'avoir une erreur 500 ici alors que le use case marchait bien, event-driven. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir dans la bucket quand même. Et là, je vais faire WF parce que ça me permet de filtrer sur mes buckets. Ensuite, j'ai un event-driven function ici. Je l'ouvre. Est-ce que c'est celui de mon row? Oui. OK. Et je repars quand même pour voir parce que... oui, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la function en question. On va aller voir un peu ce qui s'est passé. On va essayer de comprendre. Est-ce que dans l'ordre du redéploiement, est-ce qu'il y a eu un petit problème? Alors ici, pareil, on va faire un WF dans les Cloud Functions. Et là, on va aller dans row stat domain BQ. Et là, on a row to domain. On va rafraîchir le truc, on va aller voir les logs en live, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors,
Ça prend un peu de temps pour charger les logs. Donc là, on est bon. Et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc là, on a notre workflow. On a un label. Et là, on a un app. Oula, j'ai l'impression qu'il y a un code qui est plus bon. Row to domain, upload to GSS. Ok. Il y a comme quelque chose, une sorte de régression. Alors, je vais peut-être essayer un truc. Parce que j'avais à un moment enlevé quelque chose dans ma Cloud Function et je vais retenter un truc rapidement et si ça marche pas c'est pas très grave, on va montrer l'exemple avec Cloud Run, mais j'avais il me semble changé un bout de code. Alors je reviens sur mes functions, toc, et on va aller dans row to domain, on va aller dans main et on va aller dans request. Je me demande si à un moment j'avais pas enlevé un truc comme ça ici dans mon code Python. Parce que comme on est en request body, peut-être que lui s'attend à avoir une request quoi qu'il arrive. Voilà. Et ensuite, on va redéployer all Cloud Functions. On va espérer que ça va aller un petit peu vite. En attendant, on va expliquer les services Cloud Run, les exécuter. Alors, pour Cloud Run, pour essayer de gagner du temps. Donc là, ce que j'ai fait, c'est qu'on est bon. Je ne vais pas les redéployer parce que ça prend un petit peu de temps. Les services Cloud Run, le code Terraform a été présenté. Donc là, je reviens sur les services Cloud Run. J'ai montré le code, j'ai montré le script YAML, les lignes de commande gcloud. Et pour le code Terraform, en réalité, on a la même logique que pour les Cloud Functions. On prépare notre configuration ici, avec locals. Ensuite, on a un fichier dédié à au service Cloud Run. On prépare notre workflow, on le charge. Donc là, on a le workflow des services Cloud Run, mais c'est vraiment la même logique que pour les Cloud Functions. Donc vous voyez, c'est des HTTP posts en OIDC avec l'URL HTTP du service. Donc là, on est vraiment parfait. Et ensuite, la logique est la même. On a une ressource qui prépare le workflow et on a une seconde ressource qui prépare le trigger. Et le trigger va pointer sur le workflow en event-driven. Donc là, on est vraiment bon. Donc le temps que ça déploie, je vais peut-être aller ici. Je vais faire un Z de workflow pour voir s'il me charge mon répertoire. Donc, j'ai un workup workflow. Je vais recharger mes variables d'environnement. Je vais rezoomer ma session shell. Et là, on va voir. Alors, c'est encore en chargement pour la Cloud Function. Et là, je vais essayer cette fois-ci, de faire le même use case, mais avec les services Cloud Run. Alors, Cloud Run Service. Donc, je upload ça dans la bucket des services Cloud Run. Ensuite, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe dans mon workflow. Donc, je reviens dans mon écran principal de workflow. Dashboard, workflows. Et là, je vais dans Cloud Run Service. Donc là, je vois que mon workflow est en cours d'exécution. Je vais zoomer un petit peu. Donc là, on arrive dans la page principale de notre workflow. On a un DAG ici qui montre que toutes nos tâches se sont exécutées correctement. Donc on a le premier service Cloud Run, Row to Domain, les classements FIFA, le déplacement des fichiers traités depuis les buckets source vers la call bucket et le résultat. Donc là, ça a fonctionné. On est content. Et à la fin, on a ce qu'il faut. On peut aller vérifier les logs si on a envie. On peut aller voir les différentes étapes en détail. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc on a un peu ce qu'il faut avec notre workflow. Donc on va aller vérifier aussi dans Cloud Run. Je vous montre. Donc là, j'ai un écran principal qui me montre tous mes services Cloud Run. Et en fait, je vais vous montrer juste l'invocation d'un service Cloud Run pour vous montrer que ça a vraiment été invoqué comme souhaité. Alors là, j'ai Row to Domain qui est là. Alors, Row to Domain, Require Authentication. Alors là, c'est GCS, Workflow. Alors ça, je pense, c'est une Cloud Function. Et là, c'est le service Cloud Run. Donc là, je vais l'ouvrir. Et en fait, on va aller voir dans les logs que normalement, la Cloud Function a été exécutée maintenant. Donc là, on arrive. Donc on voit bien que à 15h37, le 26, on a bien notre donnée qui a été uploadée. Et le travail a été fait. Donc là, on est bon. Je vais aller voir. Donc là, le use case a été exécuté par workflow, on l'a vu. On va aller voir la donnée dans la table BigQuery. On va faire refresh. Et on voit qu'on a bien notre donnée. Donc notre donnée a été chargée comme souhaité. Donc là, on est vraiment parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'effacer pour retenter une exécution pour mes Cloud Functions. Donc ma table finale est vidée. Je reviens là et je reviens ici. Donc là, le déploiement n'est pas fini, c'est pas grave. Ce qu'on va faire en attendant, c'est qu'on va aller dans Looker Studio et on va vous montrer un peu le dashboard
parce qu'en fait, dans ma table finale qui est ici, FIFA World Cup, bah, en fait, avec Looker Studio, je peux facilement dire, je crée un dashboard qui pointe vers cette table-là. Et en fait, grâce à ça, après, je peux créer des graphes. Par exemple, ici, j'ai les meilleurs buteurs par équipe avec un taux moyen. Donc là, on voit qu'on a les meilleurs buteurs avec Mbappé, Messi, ainsi de suite. Ensuite, on visualise les meilleurs passeurs Non, on a encore les meilleurs buteurs ici, désolé. Donc on a les meilleurs buteurs par équipe. Là, on a les meilleurs passeurs. Là, on a ceux qui ont le plus joué. Là, on a ceux qui ont gagné le plus de duels. Marcus Thuram, Sheikh Moore, ainsi de suite. Là, on a les interceptions par équipe. Serge Gnabry, Xavi Simons. Les tacles réussis. Les statistiques de gardiens, mais vues avec différents angles. Là, c'est celui qui ont les taux de sauvetage les mieux réussis, les taux de clean sheet. Voilà. Bon, après, je redonne un tableau des meilleurs buteurs et des meilleurs passeurs. Ça, c'était pour vous montrer un petit peu la finalité. Et donc, du coup, là, on est plutôt bon. On a montré nos services Cloud Run, le code Terraform, et je pense qu'on a quasiment terminé. On va juste retenter une exécution de notre Cloud Function en attendant. Je regarde juste si j'ai pas oublié de vous montrer un peu de code, mais à mon avis, on est bon. Là, le déploiement prend quelques minutes. On va dire qu'effectivement, on y est presque. Une fois qu'on fait le déploiement, on fait une dernière tentative. Et là, une fois que c'est bon, on retente une exécution. Si ça marche, on est bon. Si ça marche pas, c'est pas très grave. Au moins, les concepts ont été présentés. Là, on est en train d'arriver au bout. On voit un petit peu les logs en live et on a terminé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va re-uploader Cloud Function. On va faire entrer. On va voir ce que ça donne. On va aller retourner dans Workflows. On va aller dans Cloud Function cette fois-ci. Et on voit que cette fois-ci, ça a l'air de tourner. Donc c'était la request. Comme j'avais enlevé la request, bah, ça avait créé une erreur. Et là, on voit que cette fois-ci, le DAG a bien fonctionné. Donc c'est le même principe. Toutes les tâches ont été exécutées par Workflows. Le workflow a été exécuté en event-driven. J'arrive là, je regarde un peu ma table finale, je la rafraîchis et on a les données. Donc c'est parfait. Écoutez, je pense qu'on est bon. Le use case est terminé. Alors là, je fais un petit command Z. Donc là, on a tout fait. On a fait le déploiement de nos composants. On a montré le use case avec le workflow 1 avec les Cloud Functions, les workflow 2 avec les services Cloud Run. Notre workflow est exécuté en event-driven lors de l'upload. La visualisation des règles métiers dans Looker Studio. Donc écoutez, c'est un plaisir pour moi. Je rebalaye un petit peu les slides pour dire que, comme pour la vidéo précédente, l'event-driven c'est intéressant parce qu'on a une latence faible, on traite les données rapidement. Et en fait, c'est vraiment intéressant en gros de gérer les données rapidement dans notre système. EventArc facilite un peu les choses. Et en fait, tout est drivé par des événements. Donc là, notre workflow est drivé par l'événement, fait l'orchestration et c'est fini. Et tout a été assez simple aussi parce que GCP nous a simplifié la vie. Donc ce que je disais, alors là c'est plus valable, mais c'est que si on n'a pas d'outil d'orchestration, ça fait plus de choses à faire. Donc on a un peu plus de difficultés nativement de gérer des tâches en parallèle, mais ça c'est résolu avec Workflow, qui nous permet, lui, d'apporter plus de puissance pour le séquencement de nos tâches. Donc là, Workflow nous a montré que c'était intéressant et que c'était exécutable en parallèle et que c'est aussi serverless. Pour le serverless, pas d'infra à gérer, donc là on est bien, le cloud facilite les choses et le coût est vraiment faible pour ce use case. Donc ça peut ne pas être adapté à tous les use cases, la partie serverless, mais en l'occurrence ici ça fitait bien. Pour Cloud Run et Cloud Function, comme je l'ai expliqué dans l'autre vidéo, avec Cloud Function on a plus de management, on va juste se préoccuper d'écrire le code et rien d'autre. Pour Cloud Run, on a plus de choses à faire parce qu'on doit coder une image Docker, mais on a plus de flexibilité parce qu'on peut gérer son web server, son runtime, on peut avoir du multi-endpoint et aussi un code custom et ainsi de suite. La conclusion, voilà, on a utilisé les données de la Coupe du Monde du Qatar. L'event-driven et serverless a été facilité par GCP qui nous a offert tous les composants. Donc là, on est vraiment bien. On peut switcher de langage si nécessaire et on est très bien. Donc voilà, comme je l'ai dit, le projet est hosté dans GitHub. Donc tout ça sera partagé dans la chaîne YouTube. Et à la fin, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne YouTube pour nous booster. Et on se dit à très bientôt. Bye bye.